un doc qui fait du sport. Stéphane a été pendant 20 ans docteur au sein de l'entité Paris Saint-Germain. Donc il connaît bien le sport de très haut niveau. Il est expert en traumatologie du sport en plusieurs choses, mais dont la traumatologie du sport. Il va partager avec vous son expérience, ses principes de la préparation physique et, comme il fait lui-même du sport, évidemment, les pièges de la préparation, une mauvaise préparation physique. Et il vous invitera évidemment à interagir avec lui. Je crois que c'est sa passion, c'est de pouvoir discuter avec ses patients. Je crois que vous êtes tous des patients ce soir. Merci Stéphane. Et on va commencer par les trucs qui fâchent, histoire que vous ne preniez pas pour un mec sympa, mais plutôt pour un mec désagréable. Il y a chaque année, en France, 1500 morts subites de sportifs qui se croyaient tout à fait. Alors j'aime bien les petites anecdotes. On va commencer par une petite anecdote. Toujours authentique, emblématique. Un big boss, un avocat international, 64 ans. Et allez, je veux cocher mon dernier 42. Et je vais prendre un coach. Et il vient me voir quelques semaines plus tard, parce qu'il avait mal au ventre. Il avait fait tous les réglages possibles. Avec son coach, il avait éloigné le repas, il avait pris des petites compotes en collation, il l'avait fait à jeun. Et à l'interrogatoire, terme que j'utilise peu, je préfère le terme entretien. Alors finalement, on verrait que ça se fait que sur les séances de piste. Sur le long, il ne se passe rien. Mais quand il envoie des 400 au voisinage de VMA, il a mal au pied. Alors qu'en train, vous savez, ça survient après des heures et des heures d'entraînement. Qu'est-ce que moi, doc du sport, je dois penser chez un mec de 64 ans qui, à VMA, a mal à l'estomac? Eh bien, on appelle ça une ischémie inférieure, c'est-à-dire un manque d'oxygène à la base du cœur, par une artère particulière, qui donne des douleurs digestives. Alors gentiment, sans paniquer, je lui dis, écoute, on va faire une épreuve d'effort. On va faire une épreuve d'effort et puis je vais passer un petit coup de bigot à mon copain, le cardiologue du sport. Et on va voir si on peut faire ça un petit peu vite. Il a bien compris l'urgence cachée et le cardiologue lui trouve un rendez-vous le lendemain. Il avait bien sûr l'artère inférieure du cœur touchée et à tout moment, sur ces 400 mètres, coaché par son coach qui n'avait aucune sécurité santé sur sa prise en charge, il pouvait mourir. Il faut des certificats d'aptitude qui soient faits par des gens experts. En toute honnêteté, à mon âge, je dis ce que je veux. Le certificat d'aptitude signé par le généraliste sur un coin de table, après avoir fait l'ordonnance pour l'angine, ça ne sert à rien. C'est même dramatique. D'accord? Le questionnaire de la Fédé d'athlétisme actuel est bien plus performant et c'est pour ça qu'il a remplacé le certificat d'aptitude, parce que les morts subites ne sont pas subites, on y reviendra, elles sont dans 90% des cas précédées de symptômes qui surviennent au cours de la pratique. Allez, on les cite: perte de connaissance, malaise, douleur thoracique, palpitations et essoufflement dressé. C'est grosso modo ce que demande la Fédé d'athlète. C'est très bien. Maintenant, les facteurs de risque de mort subite. On a déjà nos plaques, et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? On va faire attention. Le premier critère, donc de Dieu en ce moment, c'est l'infection virale. On ne va pas courir quand on a de la fièvre. Les virus, ils ne sortent pas par les gouttes de sueur. Ça, c'est une espèce de concept d'entraîneur de football. Il a fallu que je leur tape la tête sur la table. Je suis sorti comme ça, voilà. Donc, en fait, quand on a une infection virale, le tropisme du virus est musculaire. Vous avez parfois des courbatures, dans le dos notamment. Vous avez un minimal et même dans le cœur. Ça s'appelle la myocardite. Et si vous shuntez un cœur dans cet état-là, il va faire une crampe, il va vibrer, il va plus propulser de sang. Et quand un cœur vide et ne propulse pas de sang, ça s'appelle la mort subite. Si dans les 3 minutes, on n'est pas réanimé. Quand c'est le four de bois, c'est la mort subite. Ok, il faut que... La compétition. Bah oui, donc on envoie un peu les watts. Évidemment, on a tendance à décompenser le process. La reprise du sport.
quand on reprend le sport, le risque de mort subite est multiplié par 56. Et le risque d'infarctus par 100. Ça peut être sport occasionnel. Hein. Ça peut être le syndrome de l'open space. Le mec qui dit ouais, mon copain Aurélien, il m'a dit que 10 km, il fait beaucoup de travail. Il m'a dit que tu peux t'inscrire à la tour Eiffel parce que 10 km, en fait, il n'y a pas de course plus petite sur route, donc tout le monde peut faire 10 km. Oh, c'est pas vrai, quoi. D'accord? Donc on s'entraîne, et on s'entraîne régulièrement. On y reviendra. Intensité, durée, fractionnée, variation des... Ça envoie des catécholamines, de l'adrénaline dans les tuyaux. C'est ça. Et ça sollicite le cœur. Puis ça, le froid, le chaud, la déshydratation, la douche. En théorie, avant de faire ouverture, fermeture des vaisseaux avec une douche, ou même du froid, maintenant ce qui est plus à la mode, on attend d'avoir un petit peu récupéré. Et la clope, ça crée des espaces artériels dans les vestiaires. Les footeux faisaient ça, ils faisaient des petites clopes dans les vestiaires, et ça c'est rabattu. L'entraînement, il doit être progressif et patient. On commence par le volume avant la vitesse. Les contraintes mécaniques imposées à l'appareil locomoteur, elles sont proportionnelles à la vitesse au carré. Donc c'est la vitesse qui est dans les thèmes. L'intensité santé, elle est validée, elle est connue. Elle est entre 60 et 70% de la VO2 max. C'est le meilleur compromis. Bien sûr qu'on peut marcher contre des heures intensité moyenne, mais vous allez en effet y passer des heures. À cette intensité-là, on voit que le risque d'infarctus est divisé par 3 si on fait 30 minutes à 1 heure, 3 fois par semaine, à cette intensité-là. Ça fait 3 à 6% du temps illimité. Donc, quand les gens disent j'ai pas le temps, ah ouais, parce que la journée elle fait 24 heures pour qu'elle est déjà complète. Mais, ouais, la seule solution d'avoir le temps, c'est de. Non, mais bien sûr, j'adore, je me souviens plus, mais c'est ça. Voilà, donc il faut prendre. Le syndrome du dragster. Alors, qu'est-ce qu'il vient foutre une grosse voiture américaine dans la traumatologie du sport et dans la médecine du sport? Ah, souvent, celui qui commence à s'entraîner est victime du syndrome du dragster. Parce que un muscle, un cœur, c'est rouge, c'est plein de sang, c'est plein de vaisseaux, et ça s'adapte très vite. Un appareil locomoteur passif, c'est-à-dire un os, un tendon, vous le voyez bien, c'est ce qui accroche chez le boucher, et bien c'est gris, et ça s'adapte mal. Et il y a une inertie, il y a une distorsion entre l'adaptation énergétique, cardiaque et musculaire, et l'adaptation de l'appareil locomoteur. Et ils finissent comme une dragster avec un énorme moteur et des petites roues. Et la petite roue, au bout des 400 mètres de seconde, tout a changé. Elle vole en l'air. Ces mecs-là, ils finissent dans mon bureau. Non, ça c'est le syndrome de l'open space. C'est des Américains, on va faire le marathon. J'ai dit, il y a un programme en 3 mois. Mais toi, ton 3 mois, ton menace, il va pas s'adapter. Tu peux éventuellement, sur le plan biologique, à 3 fois par semaine, tu vas terminer défoncé. Mais tu peux éventuellement y arriver, mais tu vas arriver cassé. La blessure emblématique du syndrome du dragster, c'est ça. Alors, je suis Superman, ici, à docteur, là, j'ai préparé les mains, je suis Superman. Et mon ostéopathe m'a dit que c'était mon psoas. On m'a dit que c'était une tendine qui coinçait. On m'a dit que c'était une tendine du psoas parce qu'à l'IRM, il y avait un petit œdème au point où s'accroche le psoas. Ben c'est quoi? Ben, c'est une fracture de la col du fémur. Péter son col du fémur. Le fémur, il est comme ça, quand on appuie sur une seule jambe, il fait toujours comme ça. Et donc, au bout d'un moment, il se casse. Comme un morceau de bois qu'on aurait cisaillé. Donc il faut laisser du temps, il faut laisser de la patience. La patience, c'est indispensable. Il faut croiser les entraînements. C'est-à-dire profiter de sa progression physiologique pour faire du vélo, faire de la salle. En toute humilité. Le syndrome du dragster, c'est une espèce de message familial. Ma fille prépare une 42 de taille. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, papa, je vais à l'hôpital. Et on va faire une IRM. Ben voilà. J'ai dit, tu croises un peu, tu fais du renfort, tu fais du vélo de ton père. Elle fait que de la course à pied, 3-4 fois par semaine. Elle fait tu te dis bien. Ben ouais, pas possible, c'est pas possible. Il faut du temps.
En 6 mois, un an. En 6 mois, un an. En 6 mois, un an, le cœur a perdu tous les bénéfices de l'activité sportive assidue. Il faut recommencer. Vous avez changé de boulot, vous avez divorcé, vous avez arrêté, vous avez 48 ans, on refait tout. On refait tout. D'accord? Du général au spécifique. Cardio, tous les cocktails d'intensité durée, bien évidemment. Du 60%, du 70%, du 80, du 90, du 100% de la VMA, tout ça. Intensité variée, complémentaire. On pourrait évoquer sans fin les concepts d'entraînement polarisé, d'entraînement autour du seuil, d'entraînement polarisé à la côte, 43% en basse intensité, Z1, taquinant, Z2, jamais Z3, zone 3, et puis on envoie pendant 20%. Attention, le 80-20 qui a la côte, c'est 20% à intensité élevée. C'est pas une séance sur 5 dures, c'est le temps fractionné. Donc grosso modo, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que puisqu'on récupère beaucoup et qu'on s'échauffe et qu'on fait un retour au calme après une séance difficile, on ne compte dans les 20% que le temps, pas les séances. Donc ça fait des séances dures quand même. Hein. Donc, il faut faire de la force analytique. Bien sûr qu'il faut renforcer ses muscles, ça marche bien. Fonctionnaire, moi j'en ai rien à foutre, regardez dans les séries de mon immeuble. Avant les trails, je monte avec les bâtons. J'ai l'impression de la voix ici, j'adore ça. J'attends l'heure où vous êtes 5 ans. Mobilité, oui, bien sûr, le stretching analytique a vécu, peut-être qu'il reviendra parce qu'il y a dit qu'il était provisoire, mais pour l'instant on est dans les fascias, c'est-à-dire toutes les membranes. On revient à des concepts millénaires, yoga, pilates, je vous rappelle qu'on est constitué de 60% de flotte. Alors pourquoi on ne se transforme pas en flaque d'eau? C'est parce que nous sommes constitués d'une énorme éponge qui s'appelle des fascias, qui sont très hydrophiles et qui structurent notre corps. Donc il y a une continuité entre l'extrémité des orteils et le dessus des yeux. Si on dissèque, on a une continuité, on peut faire une membrane complète. Donc on étire tout. Et c'est pour ça que l'étirement avant ou après le run n'est pas forcément une bonne chose. En revanche, la séance de mobilité hebdomadaire paraît pertinente. La proprioception, la technique, bien sûr, c'est un équilibre. En trail, c'est indispensable. Et il faudra être pour cela de plus en plus spécifique. Du thématique au spécifique, donc on l'a dissocié, on essaye la spécificité. La spécificité est dissociée. En fait, vous avez plein de thèmes, et c'est l'association des thèmes qui fait la spécificité. Quelle est la durée pour la santé? On a des infos, et on a des informations assez intéressantes. On a la grande étude de Framingham. Framingham, c'est une ville américaine qui a été étudiée sur toutes ses cultures. Sur le plan cardiovasculaire, sur le plan métabolique, sur le plan mécanique. Ils ont mis en évidence que les bienfaits du sport, commençaient à diminuer à partir de 7 heures hebdomadaires, l'équivalent de footing à 10 km/h. À partir de 7 heures hebdomadaires, ça ne devient pas mauvais, mais les bénéfices diminuent sur une population moyenne et statistiquement. S'apaiser sans s'épuiser. Ça, c'est aussi un petit élément de langage du Dutch. En fait, vous vous souvenez les rats qui courent 11 km là? En fait, c'est des hyperactifs, ils sont contents, et ça se passe bien, et puis c'est des leaders. Okay? Et dans mon cab, j'ai ces gens-là, c'est-à-dire que je suis là, moi, le mec, il est chef d'entreprise, il est cadre dirigeant, il est avocat, et puis en même temps, il est Ironman, il est trailer. Alors, il me dit, voilà, j'ai besoin, parce que ça m'appelle. Ouais, quand j'en suis là, je suis bien. Mais en revanche, le mec, il a 47 ans, voire 52. Et la méthode, elle marche plus parce que, pour s'apaiser, il a besoin de se défoncer. Et il faut trouver un moment, une autre méthode pour s'apaiser. D'accord. La surenchère ne peut pas être la méthode. D'accord? Et Bouddha nous a dit que finalement, l'aspirine de l'apaisement, ça peut être la méditation. Et il y a beaucoup de sportifs qui font de la méditation. Parce que ça ressemble d'ailleurs au sport. On accueille sa respiration, on accueille son corps assis, son corps en mouvement,
on peut faire de la méditation au courant, et ça nous apaise. Et on ne peut pas utiliser l'épuisement pour s'apaiser jusqu'à la fin. C'est impossible. Donc il ne faut pas mépriser la douleur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accueillir la douleur. La pénibilité. Mais il faut gérer le curseur. Et gérer le curseur avec un peu de connaissance. Quand même. Chez les chevaux, j'aime bien ici, c'est vraiment l'endroit pour faire la correspondance avec les chevaux. Il y a des contrôles veto pour toutes les boucles. Et quand le cheval est déshydraté, et quand le cheval a le cœur qui bat la chemin, et quand le cheval est comme ça, et ben on l'arrête. Et ben on l'arrête. Mais des trailers qui continuent dans ces cas-là, il y en a des wagons. Il y en a des wagons, ils prennent des caches. Continue quoi. Et avec quelqu'un qui a un mi-chemin des deux cultures, j'ai dit, à ton avis, il y aurait quel pourcentage de trailers qui valideraient leur parcours s'il y avait des dog gates? Ça s'appelle des dog gates. Il y aurait une. Bah, il en arrête à 20%. Il en arrête à 20%. Alors pourquoi c'est ça? Alors j'étais un peu provocant parce que, bien sûr, on protège le cheval parce qu'il n'est pas là de son plein gré. Ah oui, on lui a dit tu vas faire ça. Faire 160 ans. C'est dur quand même. 100 miles. Ouais. Mais j'aurais l'audace de dire que parfois, le trailer non plus. Parce qu'on est des êtres complexes. On a notre inconscient, on a des cases à cocher, on a des réconciliations à faire avec soi-même. Et puis on a le message de l'open space. Parce que Thierry, il a fait l'UTMB. Putain, Thierry, il est à côté de moi, c'est menti là. Moi, je vais le faire aussi, foiré. Donc, on ne se cale pas sur la surenchère. Donc, une semaine type. Allez, je commence par la séance essentielle, celle qui fait progresser. Je vous rappelle que l'entraînement ne fait pas progresser. L'entraînement ne fait pas progresser. Parce que quand je termine mon marathon, par exemple, une séance de physio, je passe la ligne. Serais-je capable de faire demi-tour et de rejoindre le départ en améliorant mon chrono? Bah, pas forcément. Hein. Je pense pas. Ça veut dire que ça m'a usé. Et ce qui va me faire progresser, c'est la récupération après. On parle de surcompensation. Donc, il faut se reposer. Les progrès sont repos. Et d'autant que pour nous qui sommes un peu des addicts, c'est une vraie séance qui protège de l'addiction de la nature. Le mardi, on fait du seul. Allez, messieurs, ça passe, ça tient, la physio, l'entraînement polarisé, non, ouais. Bah, laissez-moi, ils ont dit que c'était pas mal. Donc finalement, je trouve ça, il y a encore 10 ans, c'est pas mal. Alors, faire tout seul. Le mercredi, on fait récup active. Le footing de décrassage existe-t-il? Je ne suis pas convaincu que le footing de décrassage existe. Parce que, on a plein de raisons pour ça. La contraction, vous avez vu, elle est pliométrique, comme ce que je vous ai décrit avec la courbe excentrique. Je freine et je relance. Ça s'appelle la pliométrie. Ça a biméfié. Donc, régénérer un muscle en lui mettant des contraintes mécaniques agressives, ça ne paraît pas forcément être une bonne idée. Et puis, ce qu'on sait, c'est qu'un footing lent, la flexion de tension de genou, elle est de 30 degrés, c'est dérisoire. Donc en fait, le muscle, il se draine pas, il n'est pas mobilisé. Donc pour mobiliser avec pas de contrainte de freinage, on fait quoi? On fait de la natation, on fait préférentiellement de la brasse, on fait du vélo, c'est pas mal, en moulinant sur petit braquet, on fait de la salle, c'est pas mal la salle. Le jeudi, on va faire du fractionné. 90% du level de max, 100%. Mais cette vitesse-là, vous ne l'utilisez jamais en course. Vous n'avez pas besoin de la gestuelle. Parce qu'il est 30-30. Mais les 30-30, ça me fait bouffer. Ça nourrit ma famille, ça m'emmène en vacances. Donc, attention, la VMA courte, c'est des vitesses élevées sur les appareils locomoteurs non adaptés chez le débutant ou chez le senior. Et c'est des décélérations permanentes. Donc s'il y avait un truc à faire, c'est plutôt la VMA longue, et pas tout de suite. Il y a un vrai chemin. Si vous écoutez que les choix A, ils marchent pendant 3 ans, c'est la VMA longue, ou pour s'initier à la VMA, la petite accélération finale en fin de run.
Ça, c'est mieux parce que le cœur il est adapté, parce que le cœur il est accroché. Et on va aller t'activer après comme tu l'as. C'est trop content. Après, d'accord, le cœur de l'eau, bien élevé, c'est-à-dire Robert, qui est plus de 40 et 50. Le gainage sur les aromas, c'est seulement pour ceux qui finissent les trails en rampant. Sinon, ça ne se transfère pas vers l'activité spécifique. Un peu sur le plan métabolique local, mais en termes de coordination, vous perdez. Vous perdez. L'elliptique, quand j'engage les membres supérieurs et que je bosse des obliques dans une stabilité proche de la course à pied, voire de la marche avec bâton, là je transfère. C'est de la pub. Vous voyez l'elliptique chez du trailer. Ok? Le vendredi, on fait du renfort et du cardio en salle, de la mobilité. On peut se faire un petit maraîchage. Le renfort, ça marche bien en surfatigue. C'est ce que je fais là. Je reviens du run, j'ai encore la panoplie de l'extérieur et je me fais un peu de deadlift. Voilà, je suis déjà fatigué et j'envoie sur du renfort. Il y a plein de matos. Il y a plein de matos dans les salles, moins traumatisants que la course à pied, qui se transfèrent aisément vers le trail. Le samedi, alors j'aime bien ce truc-là, parce que les week-ends, même les week-ends parisiens, ou les week-ends Île-de-France, un peu choc, ça évite la surenchère dans la semaine. Si vous faites des modules, un peu branchés endurance le week-end, ça marche très bien. Donc le samedi, on peut faire une longue course en terrain varié. On coche la case. Et le samedi, on ne mange pas de glucides. Pas de féculents, pas de fruits, pas de sucreries. On fait des immenses salades avec des oléagineux, plein de protéines, du poisson, la viande, les œufs. On n'a pas faim. Et le lendemain, le dimanche, on fait une vraie séance à jeun. Donc quand vous êtes à jeun le matin, vous avez réduit un peu votre stock de sucre du foie, mais vous en avez plein les muscles. Donc, votre sortie matinale n'aura aucun souci. D'accord? Et on peut s'entraîner systématiquement comme ça. Tous les jours. C'est pas une défaite, d'accord? Parce que prendre un petit déj avant d'aller courir, alors qu'on court à 6,5, c'est compliqué quand même, ça sert à rien. Donc, pour être vraiment à jeun et créer des adaptations indispensables à l'utilisation des graisses, il faut que le muscle soit vide de sucre. Et ça, c'est possible. Lorsque vous cumulez deux sorties un peu engagées avec absence de recharge glucidique entre les deux. Donc, vous faites un petit week-end choc à la parisienne, vous faites une sortie longue en trottinant, vous épuisez en grande partie vos réserves de sucre, vous ne rechargez pas, et le lendemain, vous faites un truc un peu moins dur, un peu lipidique justement. Et le lipide, vous savez, les graisses, elles se consomment à 60% de la BMA, on appelle ça la lipomax, et on fait du vélo, on fait du VTT, on fait de la rando course avec bâton. Pensez au bâton. Si vous faites des compétitions avec bâton, il faut utiliser les bâtons à l'entraînement, parce que vos membres supérieurs utilisent la pêche pour soulager vos membranes. Il faut qu'ils soient adaptés, il ne faut pas revenir voir le doc et une tendinite du coude. Le mec il se traîne pas avec des bâtons, il fait le bâton dans les actes. Il va dire il a mal au coude. Je dis ah bah oui mon pote, il faut utiliser les bâtons à l'entraînement. Encore été surpris un peu. Alors, des spécificités de canicross. S'il fallait y réfléchir, bon, moi j'ai un petit chien, il est trop mignon. Mais lui, mais jamais quand je prends avec lui, putain, il me fait mal au dos quand il accélère. Donc, je comprends quand même qu'il y ait besoin d'un certain gainage. Je vous invite à renforcer l'ensemble de votre ceinture abdominale et de votre dos. Adaptation tendineux musculaire à la survitesse, ça encore. Dans le coin, on en a eu. Quand le chien vous tire, évidemment, vous allez plus vite que votre vitesse naturelle et votre appareil locomoteur est surpris. D'accord? Donc, pour adapter ces tendons à ce freinage intensif à chaque réception, il faut faire du freinage progressif et du freinage lent avec des squats lents
de préférence sur une seule jambe, parce que la course à pied c'est sur une seule jambe. Bien sûr, les fentes c'est bien mieux que des squats et la presse sur une seule jambe, c'est essentiel. Donc toutes les renforts, c'est surtout sur une jambe. Ok. Et puis il faut revenir avec le chien. Ah oui. Ah, et ben voilà. Toutes les questions sont excellentes. Oui, c'est pour ça que je les adore. Toutes les questions sont bonnes, hein. Soit j'en ai pas parlé, soit vous n'êtes pas d'accord.